Mais bon, statistiquement, plus je trouve des cheveux longs, plus j'ai de la chance de trouver des petits pieds. Vous voyez? Donc là, c'est quoi? C'est une corrélation statistique. Est-ce que vous avez compris? Très bien, très bien. Alors, la corrélation statistique n'est pas intuitive. Et donc, des fois, des choses avec qui surviennent, qui me disent que ça, quand tu as ça, tu as trouvé ça sans causalité. Et donc, j'ai du mal à... Voilà. Pourquoi? Parce que des fois, là, c'est facile à comprendre. Vous avez bien compris, en fait, j'espère. Pourquoi vous avez bien compris? Parce qu'il est facile de trouver la cause commune. Voilà. Et donc, si deux choses sont corrélées statistiquement, c'est quelque part, ils partagent une cause commune que je ne peux même pas trouver. Et ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une corrélation statistique qu'elle n'existe pas. Si je ne la comprends pas, c'est que je n'ai pas pu individualiser la cause. Alors, si tout ça a été compris, on va revenir au score de Grace. Ça nous aide à quoi? Bien. Après que je vais fermer mon bureau, je vous laisse réfléchir à ce qu'on a dit et je reviens. Très bien. Alors, revenons au score de Grace. Alors, en Europe, je pense que c'est un registre européen. Je pense que c'est un registre européen. Bien. Alors, en Europe, si vous êtes hospitalisé pour un ST-, n'est-ce pas? Eh bien, on va vous ouvrir un dossier électronique. On va mettre quoi? Votre nom, prénom, le diagnostic du ST-. Et sur ce dossier électronique, on va mettre plein d'informations. Hein, c'est-à-dire vos signes électriques à l'ECG à l'admission, votre tension artérielle à l'admission. Vous avez besoin de la chambre? C'est bon, c'est bon. Donc, par exemple, votre tension artérielle à l'admission, votre fréquence cardiaque, votre créatinine, voilà, fréquence cardiaque à l'admission, tension artérielle à l'admission, plein de renseignements, voilà, qu'on va vous prendre. Et ceux-ci vont faire quoi? Vont remplir un registre. Voilà. Et là, c'est formidable parce que si vous faites ça pour tous les patients, vous allez avoir finalement une base de données énorme. Et cette base de données essaye, bon, elle n'est pas parfaite, mais on essaye d'être exhaustif. C'est-à-dire on essaie d'avoir des informations sur tous les ST- hospitalisés en Europe. Alors, non seulement cette base de données essaie d'être exhaustive, mais elle essaie aussi d'être évolutive. C'est-à-dire que si vous êtes réhospitalisé, on va ouvrir le même registre et le compléter, voir les informations qui arrivent. Si vous faites une complication, par exemple un ST+, on ouvre le même registre, on dit que ce patient a fait un ST+. Et si vous décédez d'un problème coronarien, eh bien, on va l'écrire également sur le registre. Bien. Et donc, ce registre qu'on appelle le registre Grace est une mine d'or d'informations. Grace. Alors, pourquoi? Parce que ça a plein d'informations sur les ST-, n'est-ce pas? Et sur leur évolution en C, puisque ce registre est réactualisé à chaque fois que le patient meurt ou s'il a fait une autre complication, on sait l'évolution de ces patients. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui, très bien. Et donc, on va prendre toutes ces informations, on va les faire entrer dans un super ordinateur, calculateur. Il va nous faire quoi? Sortir quoi? Des corrélations statistiques. C'est-à-dire, si le patient meurt ou s'il a fait un ST+, c'est-à-dire qu'il était à haut risque, quels sont les éléments plus fréquemment retrouvés chez ce groupe de patients qui ne sont pas retrouvés dans les autres? Vous me suivez? Et donc, ces éléments vont être quoi finalement? Corrélés, un mauvais pronostic. Et donc, il n'y a pas un seul, il n'y a pas deux, il y a plusieurs éléments. On va les intégrer sous forme d'un score.
C'est-à-dire, plus vous avez des éléments, plus on va mettre des points. Et plus vous avez des points, un score élevé, moins bon sera votre pronostic. C'est-à-dire quoi? Un patient qui a un score de Grace élevé, c'est un patient qui a beaucoup de corrélations statistiques avec des éléments de mauvais pronostic. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, quand vous prenez le score de Grace, vous pouvez le prendre, il y a, je pense, un site qui permet de le calculer, où il y a une application qui le fait aussi. On peut voir qu'il y a des éléments qui ne sont pas intuitifs. Comme quoi? Comme la fréquence cardiaque à l'admission. En quoi la fréquence cardiaque à l'admission serait un mauvais pronostic? On ne sait pas. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas une causalité, mais on sait plus votre cœur est rapide à l'admission, moins bon, et votre pronostic, c'est statistiquement corrélé. Voilà. Qu'on comprenne ou pas cette corrélation, qu'on comprenne pas cette corrélation, qu'on identifie ou pas la cause des deux, voilà, ça reste un fait, c'est une corrélation. Oui, par moment, on le fait. Dans les cas qui ne sont pas évidents, on le fait. Voilà. En fait, on le fait uniquement. Alors, on ne le fait pas souvent. Je vous l'accorde. Pourquoi? Parce que chez nous, la plupart des patients sont soit très haut risque, soit au risque. Voilà. Ou là, le risque intermédiaire, il a d'autres facteurs. S'il a d'autres facteurs, ce n'est pas la peine. Bien. Alors, s'il n'a pas aucun des autres facteurs, je vais quand même calculer le score de Grace. Il est facile à calculer, des éléments assez simples à intégrer, puis vous avez votre score. Avez-vous compris le score de Grace? Avez-vous compris surtout le principe? Oui, parfait. Très, très bien. Très bien. Vous avez compris le score de Grace? On est bientôt, on finit bientôt. Hein. Très bien. Alors, score de Grace intermédiaire. Hein, voilà, je ne sais pas si le PowerPoint est toujours partagé. Donc, nouveau partage PowerPoint. Très bien. Si le score de Grace est intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez des corrélations statistiques de mauvais pronostics, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et donc, voilà. Si c'est 140, c'est haut risque. Si en 109 et 140, c'est un risque intermédiaire. Et pour le risque intermédiaire, je dois quand même faire une coronarographie, hein, rappelez-vous. Hein, voilà. Et je la fais, j'ai le temps dans un délai de 72 heures, c'est-à-dire plus de temps pour m'organiser pour faire passer les patients les plus urgents et plus de temps peut-être, si le patient est si stable que ça, plus de temps pour le traitement antithrombotique de m'amoindrir ce thrombus. Bien, dernier élément, mais un élément important, à savoir lequel? C'est qu'un patient n'est pas cloisonné dans une catégorie. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose que tu as dit hier, un patient, exemple, hein, c'est pas vrai, hein, je ne t'ai pas dit hier, sinon je ne serais pas en si bonne forme. Hein. Vous avez remarqué que j'étais en forme aujourd'hui? Oui. Oui. C'est un secret. Vous voulez savoir lequel? Le café. 10 mg le soir. Essayez, je vous encourage. On n'a pas entendu, docteur. C'est un secret. Un somnifère. Exactement. C'est du Sinox. Magnifique. À consommer avec modération. Hein. Voilà. Non, c'est même pas fait. C'est que j'ai une fois n'est pas coutume. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai bien dormi. Bien. Les cours sont plus clairs, non? Oui. Oui. Très bien. Alors, dites-moi, quand est-ce que j'étais le plus fatigué possible? Quand est-ce que le cours était le moins clair? Après votre garde. Oui, mais c'est-à-dire... Mais c'est le cours des antiarythmiques. Hein. Thérapeutique, antiarythmique. Antiarythmique n'était pas clair. Mais j'étais fatigué, c'était en fin de journée. J'avais mal dormi pendant 3 ou 4 nuits d'affilée et j'avais fait avant vous une présentation en résident. Voilà. Donc, je comprends que le cours n'a pas été clair à cause de cela. Le cours n'est pas aussi de nature... et on déteste le cours, exactement, voilà, plus que ça. Donc, même s'il n'a pas été clair, je ne le referai jamais. Bien. Alors, on revient. Donc, score de Grace intermédiaire, j'ai le temps, je le fais pendant 3 jours. Bien. Alors, je disais une chose importante, c'est que si j'ai hospitalisé un malade, alors je vais vous donner les caractéristiques de ce malade. Il a une douleur thoracique au repos constrictive,
n'est-ce pas? Irradiant aux épaules, à la mâchoire, bien, qui a duré au repos, qui a duré à peu près 2 heures. Elle a cédé, il est venu consulter. Bien. Alors, vous ferez quoi à ma place si ce patient vous consulte? Un ECG exactement dans les 10 minutes qui suivent sa consultation. Et dans les 10 minutes de l'ECG, n'est-ce pas? Parfait. Vous cherchez quoi? Sus-décalage du segment ST, exactement. Et bien, devinez quoi? Il n'y avait pas de sus-décalage. L'ECG était normal. Et donc, ça devient quoi si l'ECG est normal? Est-ce que je le renvoie chez lui? Non. Non, exactement. Ça devient automatiquement un ST-. En Voilà. dose d'étroponine? Très bien. En dose d'étroponine, on cherche quoi? Si c'est un ST+, le diagnostic serait facile. Douleur sus-décalage. Mais ST-, il faut rassembler tous les arguments qui partent par quoi? Je vais l'interroger sur quoi? Facteur de risque intervention. Facteur de risque, exactement. Il devient important. Pourquoi? Parce que la douleur peut être liée à autre chose. Et plus il a des facteurs de risque, plus la douleur est présumée et suspecte d'être d'origine coronaire. Donc, si je vous dis que ce patient est diabétique, il est hypertendu et c'est un gros fumeur. Et donc là, c'est des arguments en faveur du ST-. Donc, le lendemain, au rapport de garde, je vais présenter mon patient puisque je l'ai hospitalisé. On va me dire, pourquoi tu l'as hospitalisé, ce malade ECG est normal? Je vais dire que je l'ai hospitalisé pour une suspicion d'un ST-. On me dit, sur quel argument? Et là, je vais dire qu'il a quand même des facteurs de risque. Ce n'est pas rien, la douleur peut être d'origine ischémique. Il a une douleur angineuse au repos. Vous voyez? Donc là, je suis en train de rassembler les arguments. Je prélève les troponines, les troponines seront négatives. Qu'est-ce que je fais? Je refais un deuxième dosage de troponine le lendemain, exactement, pour faire une cinétique. Je refais les ECG pour savoir s'il modifie électriquement ou pas, même si le patient n'a pas mal. Et entre-temps, je l'hospitalise en musique et je donne le traitement initial, aspirine, clopidogrel, HBPM, bêta-bloquant, et puis statine à forte dose. Est-ce que vous suivez la conduite à tenir? C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, comment vais-je classer ce patient? Pour le moment, je pense qu'il est à risque intermédiaire parce qu'il est diabétique, donc il ne peut pas être à bas risque. Donc, le premier jour, quand il m'avait dit qu'il était diabétique, j'avais compris qu'il va finir en salle de caté. Bien, parce qu'il a au moins un élément du risque intermédiaire. Et puis, c'est un patient stable, il n'a pas modifié électriquement, il n'a pas élevé ses troponines, il n'y a pas eu cinétique des troponines. Et son score de graisse, si je l'ai calculé, on va dire qu'il est bas. Supposons. Voilà. Donc, j'ai trouvé aucun élément du risque, du très haut risque intermédiaire. Et donc, c'est un angoisse stable, oui, pour le moment. Pour le moment, je peux l'appeler angoisse stable, mais peu importe. Ça n'a pas de conséquences thérapeutiques. L'essentiel, c'est qu'il a à bas risque, à risque intermédiaire. Qu'est-ce que je dis aux patients? Comment vais-je m'exprimer par rapport aux patients? Je lui dis, écoutez, vous êtes en train de faire un synchrone aigu ST-. Voilà, le patient peut-être préfère une crise cardiaque, voilà, ou peut-être qu'il confond ça avec un infarctus, je ne sais pas. En tout cas, je lui dis qu'il est prudent de faire une coronarographie pour déboucher une éventuelle artère, mais que ça n'urge pas. En haletant, puisqu'on est, écoutez, le jeudi, je préfère vous préparer et vous faire quoi? Le dimanche. C'est-à-dire, j'ai 3 jours pour le faire. Autant ne pas le faire le week-end. Voilà. Entre-temps, monsieur, prenez bien votre traitement parce que votre traitement va servir à faciliter l'angioplastie. C'est logique, je suis en train de dire aux patients ou pas? Oui. Oui, très bien. Supposons que je continue. Alors, entre-temps, est-ce que c'est bon? Je le mets au service, c'est bon? Dalora, c'est bon. Oui, oui. Non, Dallo, la déformisation. Mais t'as les rames de l'ocean.
هذا تاع واش تاع لي فومي استنى نروح ودير السيدي سي بون داروا je reviens Bien, donc pour l'instant, très bien. Donc, est-ce que pour autant, je continue à surveiller mon patient ou pas? Puisqu'il est à risque intermédiaire. Pourquoi continuer à le suivre? Oui, exactement. Pourquoi je continue à suivre mon patient? Parce qu'il peut y avoir des éléments nouveaux dans l'évolution. À chaque fois, écoutez-moi bien, à chaque fois que j'ai un élément nouveau, je dois faire quoi? Reclasser mon patient selon les éléments qui arrivent. Donc, imaginons que mon patient, n'est-ce pas, je refais un ECG 2 fois par jour. Une fois, je remarque, il a fait des hantés négatifs qu'il n'avait pas au départ. Donc là, il est en train de faire quoi? Exactement, une modification. Une seule ou la plusieurs? Une seule modification. Et là, il devient comment? À haut risque. Donc, je l'eau. Écoutez, monsieur, finalement, il y a d'autres éléments qui sont arrivés qui nous poussent à un petit peu rapprocher la coronarographie. Donc, ne restez pas dimanche à jeun pour la coronarographie. On est obligé de la faire, même le vendredi, le lendemain, 24 heures après. C'est bon? Voilà. Très bien. Et donc, il était à risque intermédiaire. Il est passé à haut risque parce qu'il y a un nouvel élément qui est arrivé. Qui est quoi? Qui est la modification électrique. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être la positivation des troponines, par exemple. Voilà. Très bien. Imaginons que le jeudi soir, n'est-ce pas, il me fasse une FV. Je choque et je le récupère. Qu'est-ce que je lui dis? Est-ce qu'il reste toujours à jeun pour faire la choro le vendredi matin? Il faut la faire tout de suite. Exactement. Au chocolat, qu'est-ce que je dis au patient? Note de la chorotherapie. Donc, je vais la faire dans les 2 heures de temps. Pourquoi? Parce qu'il est passé du haut risque au très haut risque. Très bien. Parfait. On l'a fait tout de suite. Bravo. Vous avez compris le principe. Alors, sachez une chose, et c'est une chose qui va de soi, c'est qu'on peut, les éléments arrivants, grimper dans l'échelle de la gravité. On ne peut pas redescendre. Donc, un patient qui est au risque restera au risque. Il ne restera pas un risque intermédiaire si, par exemple, il y a disparition de l'élément. Ça me tenait. C'est-à-dire qu'on ne peut que augmenter et un patient n'est pas cloisonné dans une catégorie. Bien. Et donc, si le patient est à haut risque, qu'est-ce que je préconise? Je préconise une angioplastie. Alors, le principe, vous le connaissez. Donc, ça, c'est un petit peu les lésions typiques que vous trouvez dans le ST-, où vous avez des lésions pratiquement subocclusives. Voilà. Donc, le principe, vous le connaissez de l'angioplastie, c'est de mettre un guide. Sur le guide, on monte un stent. Sur le stent, enfin un ballon muni d'un stent, on gonfle le ballon, ce qui déploie le stent. Et puis, on va par la suite faire quoi? Retirer le matériel, laisser le stent et reperméabiliser l'artère. Très bien. Par contre, si c'est à bas risque, qu'est-ce que je fais au bas risque? Je vais continuer par le traitement, juste le traitement médical. Très bien. Sauf que le bas risque me pose un petit problème. Pourquoi ça me pose un petit problème? Alors, c'est quoi un bas risque finalement? Un bas risque, c'est celui, écoutez, qui n'a fait aucune modification électrique, qui est stable déjà, stable, n'a fait aucune modification électrique, aucune. Troponines sont toujours restés négatifs, ils n'ont pas varié. Score de Grace bas, ni diabétique, ni accident rénal, etc., etc. Voilà. Donc, voilà, ce patient est un petit peu trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ça peut être réellement un ST- à bas risque. Comme ça peut être quoi également?
Allez encore. Non. Une ischémie silencieuse. Non. Non. Ça peut être autre chose. Ça peut être psychiquement. Exactement. Ça peut être ça. Pas forcément psychiquement. Ça peut être une autre origine de la douleur. Ça peut être un spasme œsophagien. Peut-être que j'ai fait fausse route dès le départ. Pourquoi? Imaginons qu'un patient se présente pour une douleur constrictive à l'effort, au repos. Substance de la synchronie aiguë. C'est clair. Bien. Parce qu'il a une douleur angineuse, quelque chose qui lui serre au niveau du thorax, mais au repos. Chaîne de CG reste normale, troponine normale, il n'est pas diabétique, il n'est pas clair, il n'a aucun des éléments, il est à bas risque. Mais finalement, ça peut être quoi? Parce que la douleur n'est pas du tout d'origine coronarienne. Peut-être que j'ai hospitalisé à tort un spasme œsophagien, ce qui explique que le CG reste normal et que les troponines restent tout le temps négatives. Donc, dans ce groupe à bas risque, ce que j'essaie d'expliquer, dans ce groupe à bas risque, il y a quoi? Il y a des patients qui ne sont pas du tout coronariens. J'ai pris à tort comme un synchronien aigu. Il y a de véritables synchronien aigus à bas risque. Donc, dans le lot des synchronien aigus à bas risque, il y a un certain nombre de patients qui s'y glissent et ces patients ne sont pas du tout coronariens et que j'ai confondu, j'ai pris à tort une douleur d'une autre origine comme un synchronien aigu ST-moi. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une faute grave? Non. Pas du tout. Au contraire, vaudrait mieux la commettre que commettre le contraire. Pourquoi? Vaudrait mieux prendre à tort une douleur thoracique comme un synchronien aigu et que l'évolution vous dit que ce n'était pas ça finalement, que passer à côté d'un ST-. Le plus grave et la faute que vous ne devez pas faire, c'est quoi? C'est de recevoir une douleur constrictive et dire d'emblée ça se passe œsophagien. Vous suivez ou pas? Ce n'est pas du tout la même erreur. Voilà. Bien, exactement. Et donc, qu'est-ce que je vais préconiser pour le bas risque? La première des choses, j'ai quelque part envie de confirmer est-ce que c'est un coronarien ou pas. Qu'est-ce qui peut m'aider à faire ça? Dites-le moi. Non, surtout pas de coronarographie. Pourquoi? C'est vrai que la coronarographie, exactement. La coronarographie, c'est vrai qu'elle apporte un diagnostic, c'est clair, mais elle apporte son autre complication. Et moi, j'ai envie d'abord de confirmer. Donc là, je peux confirmer par une épreuve non invasive. Je peux faire une épreuve d'effort. Ou mieux, je peux faire une scintigraphie ou une écho de stress. Ceci va avoir un double avantage. Lequel? Confirmer l'ischémie. Et si la scintigraphie ou la de stress ou l'écho de stress revient normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois revoir ma copie et voir une autre source de la douleur. Ce n'est pas coronarien. Maintenant, si donc je suis dans quel cas? Dans le cas des finalement patients que j'ai pris à tort comme un ST-moi. Si maintenant la scintigraphie de stress ou l'écho de stress me montre l'ischémie, eh bien là, c'est réellement synchronien aigu à bas risque. Dans ce cas-là, la coronarographie sera guidée par l'étendue de l'ischémie. Si l'étendue est modérée, traitement médical, ça rejoint un encore d'effort stable, voilà, la conduite à ligne ultérieure. Si maintenant ischémie étendue dangereuse, là, je préconise quand même une coronarographie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le haut risque, que ce soit le très haut risque, risque intermédiaire ou haut risque, passe à la coro d'emblée, alors que le bas risque doit d'abord passer par un examen complémentaire non invasif. Soit celui-là est négatif, et donc ce n'est pas du tout un coronarien, je revois l'origine de la douleur, soit l'examen non invasif est positif, mais sans critère de sévérité, traitement médical, soit il y a quand même de l'ischémie, mais d'une étendue sévère, et là, ça va être la coronarographie, mais la coronarographie à froid, j'ai le temps de la faire. Est-ce que c'est clair? Donc, bas risque, c'est traitement médical, mais avec une éventuelle coronarographie guidée par l'examen non invasif. Voilà. Ce n'est pas coro d'emblée, ce n'est pas coro dans l'immédiat. Ce n'est pas de coronarographie immédiatement. Coronarographie, il n'y a pas de délai.
Il n'y a pas de délai. Coronarographie, puisque le patient est stable. Coronarographie guidée par un examen non invasif. C'est l'examen non invasif qui va décider si je suis une coro ou pas. Alors que pour le haut risque, très haut risque intermédiaire, c'est d'emblée. Très bien. Alors, pourquoi pas dès le début? Alors, parce que la coronarographie, c'est pas rien. C'est un examen qui est invasif. Donc, mettez-vous à la place du patient. Imaginez que vous, c'est le patient et moi, je suis le médecin. Bien. Alors, je vous dis que je suspecte chez vous une artère bouchée. D'accord? Mais j'ai deux éléments de faire le diagnostic. Un examen qui n'est pas du tout risqué pour vous, qui peut faire le diagnostic, et un examen qui est risqué pour vous et qui va faire le même diagnostic. Vous préférez quoi? L'examen non invasif, bien sûr, exactement. Voilà. Donc, pourquoi prendre le risque de la coro alors que je peux documenter l'ischémie par l'examen non invasif? Si l'examen non invasif revient normal, eh bien, c'est bien, ça m'a évité une coro, une complication. Si l'examen non invasif me montre une ischémie modérée, pas très dangereuse, c'est bien, je traiterai par le traitement médical. Si maintenant il y a une ischémie dangereuse, je fais la coronarographie en vue d'une revascularisation. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le bas risque, ce n'est pas de revascularisation du tout. Ce n'est pas de coronarographie d'emblée systématique. Donc, haut risque, systématiquement la coro, bas risque, examen non invasif, coro, si celui-là revient positif. Est-ce que c'est bon? Docteur, Oui. on a un patient qui a le même tableau, donc avec un ECG normal, troponine négatif, comme celui dont on parlait dans le risque intermédiaire, mais qu'il a quand même un facteur de risque. Est-ce qu'on est sûr que c'est un syndrome coronarien aigu? Donc, tu n'es pas sûr, même s'il a un facteur de risque, ce n'est pas absolu. Ce qui va te dire si c'est un syndrome aigu ou pas, c'est l'évolution de la chose. Donc, on a le diagnostic du ST- est basé sur quoi? Les antécédents facteurs de risque, la douleur, l'ECG, les troponines et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai rajouté à la fin? L'évolution. Ouais. Maintenant, si l'évolution reste bénigne, s'il reste à bas risque pendant toute l'évolution, toute son hospitalisation de 5-6 jours, et bien là, pour trancher, est-ce que je suis réellement dans un coronarien à bas risque, dans un ST- à bas risque, ou je suis dans une douleur d'une autre origine et j'ai fait fausse route dès le départ, je prescris un examen non invasif. Mais cet examen non invasif va être double. Non seulement il va documenter ou confirmer ou infirmer l'ischémie, mais en plus, il va apprécier sa sévérité. Et je préconiserai une coro, sauf si l'ischémie est sévère. D'accord. C'est bon? Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on prend notre pause déjeuner? Non, on ne peut pas avoir un angor lié au stress. Ça n'existe pas, ça, angor lié au stress. On peut avoir une douleur thoracique liée au stress, mais elle n'est pas d'origine ischémique. D'accord? Est-ce que le stress est un facteur de risque coronaire? Là, c'est un petit peu controversé. On croit que oui, mais c'est très difficile de mesurer le stress. Comment allez-vous mesurer le stress, franchement? Vous pouvez mesurer la glycémie, voir si le patient est diabétique, la tension. Vous pouvez vérifier le sexe masculin ou féminin. Enfin, pas vérifier, mais interroger le patient. Est-ce que vous pouvez un petit peu jauger le stress? Je ne sais pas. On est tous stressés, non? Oui. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je commence à avoir faim. J'ai un petit creux. Merci. Bon appétit à vous aussi. On reprend. Il est midi, peut-être 1h30. Là, ça ira 1h30? Oui. Si je suis... Alors là, je suis au service, ce n'est pas chez moi. Et là, vous vous en doutiez un petit peu. Et je risque d'être un petit peu embêté, retenu par un petit peu les confrères. Donc, si je suis un petit peu en retard par rapport à 1h30, ça doit aller peut-être jusqu'à 14h. Voilà. Non, mais on va commencer à 1h30. 1h30, soyez là. Je vous tiendrai informé. Il faut qu'on continue le ST+, parce qu'il faut qu'on avance.
Pourquoi faut-il qu'on avance? Parce qu'il faut qu'on avance. Ça suffit à lui seul. Allez, bon appétit. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, je vais déconnecter. On va se reconnecter. C'est mieux. Hein? Bien. Très bien. Ah, parce que comme j'étais animateur, je croyais que tu n'étais pas bien. Très bien. Alors, tu peux réouvrir la session à 13h30, Inch'Allah? Oui, parfait. Allez, bon appétit à tout le monde et à tout à l'heure. Bien sûr. Tu peux parler, pas de souci, le temps de... Si, avec les assistants. Ah oui, c'est vrai, oui. Classe. Hein? Hein? Il a eu, les a eu. Il a eu que 3 appels. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris? لا ما نزيد له واحدة. بس. très bien. Alors, je fais dans 2 minutes, on commence. Hein? 2 minutes.
Bien, alors on reprend. Désolé, hein. Et je vous ai dit que CNMS, à chaque fois que je suis interrompu par les collègues, et ça s'est confirmé. Bien, mais là vous m'entendez, je pense, parce que j'ai allumé le micro. C'est bon? Parfait, très très bien. Donc, bien après la conduite du ST-, je vais juste un truc qu'on a peut-être oublié cette matinée, ou là qu'on a fait semblant d'oublier, c'est l'ordonnance de sortie. Donc, après toute cette prise en charge, on va sortir, que ce soit un haut risque ou un bas risque, il va sortir avec une ordonnance qui contiendra un traitement. Et ce traitement est dit en prévention secondaire. Alors, c'est-à-dire, ça va être quoi le but? Le but, c'est qu'il ne récidive plus. Clopidogrel, aspirine et clopidogrel. Alors, pourquoi je mets cette double association et pour quelle durée je vais la mettre? Vous répondez quoi? À vie. Ben, oui, on pourrait dire à vie. Alors, pourquoi à vie? Ben, on pourrait mettre les deux à vie. Là, on pourrait penser que mettre les deux à vie va être une bonne chose. Très bien. Pourquoi? Parce que ben, l'aspirine, ça protège. Le clopidogrel, ça protège aussi. Les deux protègent encore mieux, n'est-ce pas? Ben, pourquoi ne pas protéger le patient à vie? Oui, sauf que ce n'est pas gratuit. Donc, vous mettez l'aspirine et du clopidogrel à vie, vous mettez une double antiagrégation plaquettaire, ben, va vous faire quoi? Augmenter le risque de saignement. Vous voyez, quand vous mettez un traitement antithrombotique, ce n'est pas uniquement du bénéfice. Ben, c'est un bénéfice, c'est clair, sur la thrombose, hein, sur les récidives, mais c'est un risque hémorragique que vous apportez. Et la question est, ben, est-ce que le bénéfice est supérieur au risque, auquel cas il faut les mettre, ou est-ce que le risque hémorragique est supérieur au bénéfice? On doit peser le pour et le contre Oui, grâce au score exactement. CHAS-VASc. Parfait. Ah, c'est pas score CHAS-VASc, ne mélangez pas tout. Je vais être triste si vous mélangez tout, surtout en fin de stage, parce que je ne pourrais pas tout rattraper. Le score CHAS-VASc est valable uniquement pour la FA, pas pour le Ah ST-. oui. Ouais, voilà, exactement. Et donc, en plus, ce qui est dommage, c'est que ta première réponse était juste. Donc, il faut comparer, mais comment on peut comparer? Ben, c'est en faisant des études cliniques, encore une fois. Mais écoutez, je suis désolé, vous avez fait médecine, mais pas statistique, mais actuellement, la meilleure manière d'avoir des informations médicales, n'est-ce pas, surtout sur l'efficacité des traitements, ben, c'est les études cliniques. Et donc, les études cliniques nous ont montré quoi? Puisqu'on a essayé plusieurs formules. Ça montre quoi? Ça montre que finalement, statistiquement parlant, le risque de récidive d'apnée aiguë est maximal la première année. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout patient qui a fait un ST- ou même un ST+, peut récidiver. Mais ce risque est maximal la année. Voilà, ce risque est au maximum la première année. Voilà. Alors, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que plus on s'éloigne de l'épisode actuel, plus le risque de récidive diminue. Voilà, je peux par exemple, je ne sais pas moi quoi faire, mais je peux vous un petit peu tracer un petit truc sur le risque de récidive. Quand vous faites un syndrome aigu, que ce soit un ST- ou un ST+, hein, le risque que vous récidiviez est maximum la première année. Une sorte de courbe comme ça, et puis le risque reste, hein, mais il devient très petit par la suite. Donc, si le risque est important la première année, le bénéfice d'un traitement qui prévient devient important. Auquel cas, le bénéfice devient supérieur au risque hémorragique. Donc, si je trace une ligne du risque hémorragique, est-ce que le risque hémorragique va diminuer, augmenter? Non, il reste constant pratiquement. Voilà. Donc, vous remarquez quoi? Ben, dans la première année, hein, une année, qu'est-ce qui se passe? Le risque ischémique est plus important que le risque hémorragique. Et dans ce cas-là, la double antiagrégation plaquettaire sera utile ou néfaste? Utile. Utile. Utile que néfaste. Donc, est-ce qu'il y a une indication? Oui. Oui, exactement. Passé la première année, le risque ischémique, le risque de récidive a tellement diminué que le traitement n'est pas si utile que ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir plus bas que le risque hémorragique. Après la première année, est-ce qu'il y a un bénéfice à garder les deux? Non. 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 Et en ce cas-là, on garde quoi? Uniquement
l'un des deux, l'aspirine, parce que le risque hémorragique d'un seul est très, très faible. On peut le garder à vie. Vous m'avez compris? Oui. Donc, aspirine, clopidogrel, oui. Aspirine, clopidogrel, les deux, oui. Mais aspirine, clopidogrel, juste pour une année, pour couvrir l'année où le risque est maximal. Après cette année, je donne quoi? Uniquement l'un des deux. Le moins cher, pourquoi pas? Et le moins cher, c'est l'aspirine. Très bien. Donc, que doit contenir l'ordonnance de sortie d'un patient qui a eu un syndrome aigu, que ce soit un ST- ou même un ST+, une double antiagrégation plaquettaire associant aspirine, clopidogrel pendant une année, et puis par la suite, quoi? Juste de l'aspirine, mais de l'aspirine à vie en prévention secondaire. Qu'est-ce que je dois mettre? De la torvastatine, n'est-ce pas? Alors, pourquoi la torvastatine? J'ai fait tomber quelque chose. Voilà. Pourquoi la torvastatine? La torvastatine, parce qu'on a commencé très précocement pour l'effet stabilisateur de plaques, mais je vais la continuer. Alors, non seulement pour l'effet stabilisateur de plaques, qui continue bien sûr, mais aussi pour faire baisser le cholestérol. Et là aussi, je dois viser un LDL cholestérol inférieur à 0,5 ou du moins, si vous préférez, inférieur à 0,7. Ça marche aussi. Voilà. Bien. Alors, est-ce que je mets des bêta-bloquants et des dérivés nitrés? Est-ce que je mets un traitement anti-ischémique? Est-ce que c'est obligatoire? Non. Et bien, la réponse est non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ST+. Parce que dans le ST-, si j'ai traité l'ischémie, ce n'est pas la peine de donner un traitement anti-ischémique. Exactement. Donc, si ma stratégie était une angioplastie et que j'ai résolu le problème par l'angioplastie, eh bien, ce n'est pas la peine que je mette un quoi? Un anti-ischémique. D'accord? Donc, maintenant, s'il y a une ischémie, par exemple, c'était un bas risque, que la scintigraphie a montré qu'il y avait de l'ischémie, qu'elle a confirmé, mais qu'il n'y avait pas de critère de sévérité, donc pas de coronarographie, là, je peux maintenir le traitement anti-ischémique. Voilà, je vais simplifier encore. Tout ça pour vous dire quoi finalement? Que le traitement anti-ischémique n'est pas systématique. On le met s'il y a persistance de l'ischémie parce qu'on n'a pas revascularisé à la phase aiguë. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'ordonnance de sortie? Ben, l'IEC qui semble avoir un effet bénéfique, mais là, c'est uniquement bien l'effet un petit peu des études cliniques. On ne comprend pas trop comment ça marche, mais ça marche quand on le donne. À côté de cela, ne pas oublier un petit peu voilà, les règles d'hygiène, l'arrêt du tabac, très important, équilibrer l'HTA, le diabète, la dyslipidémie par les statines qu'on a cité, baisse du poids, activités irrégulières, c'est-à-dire en d'autres termes, lutter contre les facteurs de risque modifiables. Bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? C'est des 5 compléments de ce matin. Est-ce qu'on peut aborder maintenant le ST+? Oui. Oui, parfait, très bien. Alors, on va aborder le ST+. Vous voyez que la stratégie ne va pas être si différente. Très bien. Oups. Alors, ST+, les maladies cardiovasculaires sont première cause de décès de mortalité, l'IDM première cause, c'est cardiovasculaire cardiaque, urgente. Très bien. Alors, l'essentiel de la prise en charge du ST+, n'est-ce pas? Eh bien, ça va être quoi? La revascularisation myocardique en urgence. Revascularisation myocardique en urgence. Alors, pourquoi? Alors, rappelons un petit peu la physiopathe. Alors, je ne sais pas si on a une planche ou pas dédiée à cela. Oui, non, malheureusement, non. Alors, le syndrome aigu ST+, il y a quoi? Finalement, à une rupture de plaque avec formation d'un thrombus d'abord plaquettaire, puis fibrinochorique, mais un thrombus qui va être comment? Complètement occlusif. Vous serez d'accord ou pas? Oui. Oui? Oui, docteur. Parfait. Alors, est-ce que c'est la connexion qui s'est ralentie ou c'est vos cerveaux qui sont ralentis? Vous avez déjeuné quoi? Du riz. Écoute, est-ce que tu as un oreiller devant toi?
Ouais, Bah, ouais. couscous, c'est encore pire. Bah, faites une sieste, on vous réveillera à l'ordonnance de sortie. D'accord? D'accord, oui. Bien. Alors, thrombus complètement occlusif, artère complètement fermée. Vous remarquez une chose, la physiopathe a un point commun, n'est-ce pas? Avec le ST-, c'est quoi? Bah, c'est la rupture de plaque vulnéraire avec formation d'un thrombus plaquettaire puis fibrino-cruorique. Et puis ça diverge par la suite. Pourquoi? Parce que le ST-, le thrombus est subocclusif et le ST+, le thrombus est complètement occlusif. Donc c'est une partie commune de la physiopathe, n'est-ce pas? Il va y avoir une partie commune du traitement. Et vous allez voir que le traitement initial antithrombotique va être le même parce que la physiopathe est la même. Par contre, par la suite, puisque le traitement est complètement occlusif, c'est plus grave et la prise en charge ultérieure va différer. Très bien. Bien. Alors, sur le plan clinique, ça va se manifester par quoi? Thoracique angineuse, exactement, une douleur thoracique angineuse qui survient au repos. Alors, repos prolongé, c'est-à-dire qu'elle dure plus de 20 minutes. Alors, pourquoi plus de 20 minutes? Ça vous permet d'éliminer quoi? Le sous-décalage non persistant. Et résistant aux dérivés nitrés. Pourquoi? Parce que l'artère est complètement occluse. Et si l'artère est complètement occluse, que vous la dilatiez ou pas par les dérivés nitrés, ça ne va pas changer grand-chose. Très bien, parfait. Alors c'est vrai que la clinique semble être peu différente, mais encore une fois, la clinique n'est pas assez précise pour distinguer entre un ST- et un ST+. N'oubliez jamais ça. Il ne faut pas dire que ce patient est en train de faire un ST+, juste sur la clinique. Vous pouvez très bien avoir un ST- à haut risque avec une douleur prolongée qui résiste à la trinitrine. D'accord? Donc la clinique vous permet juste de parler d'un syndrome coronarien aigu. C'est pas, c'est tout. Et c'est l'ECG qui va vous permettre de distinguer entre les deux. La nomination même de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST fait référence à une entité électrique qui est le sus-décalage. Et donc, vous devez avoir un ECG pour pouvoir porter le diagnostic. La clinique vous permet de dire quoi? Il s'agit juste d'un syndrome coronarien aigu. Donc, douleur évocatrice d'un syndrome coronarien aigu, premier critère. Deuxième critère, un ECG, sus-décalage persistant. Très bien. Décalage persistant, avec les caractéristiques que vous connaissez, hein, donc d'au moins 1 mm, convexe, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Présent plus de De dérivation. dérivation contiguë, systématisée, c'est-à-dire correspondant à un territoire, et éventuelle, ce n'est pas une obligation, mais c'est extrêmement utile, éventuelle image au miroir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sous-décalage dans un territoire opposé. Donc, si vous avez ce critère-là électrique, ce sous-décalage avec ces caractéristiques, avec une douleur prolongée de plus de 20 minutes, eh bien, ça vous suffit pour tester un ST+. Effectivement, oui, sur ce tracé, il y a un ST+, en inférieur, le sous-décalage en D2, D3, VF, avec image au miroir dans le territoire latéral, hein, D1 AVL, et même antérieur en V2. Et généralement, on oppose le territoire postérieur au territoire intérieur pour les images au miroir. C'est-à-dire que quand le ST+ est en antérieur, l'image au miroir en inférieur et vice-versa. Très bien. Une fois le diagnostic, on va passer à la conduite à tenir. Très bien. Alors, juste une information très importante. Il faut que le CG soit un ECG 17 dérivations hein, devant une douleur thoracique. Hein. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait, je ne sais pas tout ça, mais je ne suis pas que ça. On fait surtout, je vais passer à vous lire les planches à l'aise. Revascularisation, très bien. Alors, je cherche peut-être la plaque de... Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, c'est pas grave. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois le diagnostic fait, grâce aux deux critères, on va donner le traitement initial. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour le traitement d'un ST+.
Oui, alors je vous entends. Oui. Double anti-agrégation plaquettaire. Ouais, ouais, exactement. Il va être un petit peu initial qui ressemble à voilà, mise en condition, c'est-à-dire quoi? Ben, c'est-à-dire faire monitorer les constantes vitales, le rythme cardiaque, éviter une injection intramusculaire, éviter toute injection intramusculaire, prendre du bas d'abord. Pourquoi on évite l'injection intramusculaire? Parce que traitement anticoagulant risque peut-être d'hématome. Exactement, même le traitement, surtout thrombolytique. On sera amené à thromboliser le patient et thromboliser un patient peut lui créer un hématome. D'accord? Docteur, en cas d'hématome, il va régresser tout seul, on fait rien. Si jamais il y aura un accident. Il régresse tout seul. Hein, il régresse tout seul. Il se résorbe. D'accord. Bien. Donc, par la suite, après la mise en condition, donc on ne va pas tout répéter, c'est un petit peu son témoin, ben, on va donner le même traitement antithrombotique, puisque la physiopathie initiale est la même, double antiagrégation plaquettaire, aspirine, Plavix, dose d'attaque 12 entretiens, sauf que là, on peut mettre, bon, allez, rappelez-vous du chiffre de 300 mg, hein, ça suffit, clopidogrel, et puis 300 mg d'aspirine, relais 75 mg par jour. Très bien. Et puis, on met de l'héparine ou une HB-PM, voilà, bivalérudine, on l'utilise plus. Hein. Très bien. Parfait. Alors, remarquez que le traitement initial est pratiquement le même. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est en IV? Qu'est-ce qui est en IV? Je ne comprends pas. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le traitement antithrombotique est pratiquement le même que dans le ST-. Ça, non, non, non. L'aspirine, on met une dose d'attaque en IV, puis relais Péros. Le clopidogrel, c'est toujours Péros. Hein. Il n'y a pas de clopidogrel en IV. Voilà. Et les doses, c'est 300 mg comme dose d'attaque, 75 comme dose d'entretien. Là, je suis en train de simplifier hein, pour ne pas prendre beaucoup de chiffres. Parfait. Alors, reste un petit problème. Oui, oui, vas-y. Vas-y, Kheddin. C'est pas la même voie d'administration pour les parrains. Alors, l'héparine, si, soit je mets l'héparine à la seringue électrique ou je peux utiliser une HBPM. D'accord? Voilà. Les deux Non, se valent. avec le ST-. On met les parrains en sous-cutané, l'HBPM. Les deux peuvent être utilisés, mais actuellement, on préfère les HBPM aux héparines non fractionnées. D'accord? Donc, même en cas d'ST+, je peux utiliser les HBPM et en cas d'ST-, j'aurais plus tendance à utiliser les HBPM. D'accord? C'est bon? D'accord, merci. Oui, merci. Bien. Parfait. Très bien. Parfait. Alors, est-ce que par la suite, je donne un traitement anti-ischémique comme on a donné pour le ST-? Dans l'ordonnance sortie. Est-ce qu'on donne un traitement anti-ischémique? Alors, pourquoi non? On va faire l'angioplastie. Bravo. Là, contrairement au ST-, on va revasculariser le plus rapidement possible. Et donc, revasculariser, c'est quoi finalement? C'est reperméabiliser l'artère et lever l'ischémie. Donc, est-ce que c'est logique de donner un traitement qui traite quelque chose que je vais supprimer une heure après? Ça n'a aucun sens. Et donc, vu que je vais intervenir autrement sur l'ischémie, par une angioplastie ou par fibrinolyse, c'est-à-dire par reperméabilisation, je ne donne pas, je ne suis pas obligé de donner un traitement anti-ischémique initial. Bien. Et puis, ça m'arrange bien parce que j'ai envie d'accélérer les choses. Donc, ce traitement doit être donné extrêmement rapidement. Hein, voilà, dès que le patient se présente, dès qu'on a fait le diagnostic, aspirine, clopidogrel, héparine, très rapidement pour aller à l'essentiel de la prise en charge. Et c'est quoi l'essentiel de la prise en charge? C'est la revascularisation en urgence. Bien. Alors, comment pourrais-je revasculariser? Par quelle méthode vais-je revasculariser?
Quelles sont les méthodes de revascularisation qui s'offrent à moi? Thrombolyse ou angioplastie avec le stent. Exactement. Deux méthodes s'offrent à moi. Eh bien, soit la fibrinolyse, soit l'angioplastie primaire. Eh bien, deux méthodes s'offrent à moi. Parfait. Très bien. Parfait. On va voir. Donc, laquelle choisir? Laquelle qui vous permet, laquelle est mieux, on va dire? Alors, pour savoir laquelle est mieux, ben, il faut un peu comparer les avantages et les inconvénients de chacune. Ah ben, pour pouvoir choisir entre deux choses, il faut un petit peu bien les connaître et savoir quel avantage et quel inconvénient présentent ces deux alternatives. Et donc, on va commencer par citer un petit peu les avantages de l'angioplastie. Ensuite, on cite les avantages de la thrombolyse et on fera la même chose pour les désavantages. Bon, vous avez remarqué que quand on fera ça, eh bien, l'avantage d'une méthode est forcément le désavantage de l'autre. Je vais m'expliquer, comprendre. Commençons par l'angioplastie primaire. Quels sont les avantages? Avantages. Oui. Et là, c'est la thrombolyse. Il n'y a pas de risque hémorragique. Alors, le premier avantage le plus évident, c'est le taux de succès. Thérapie. C'est peut-être le plus important. Le taux de succès, taux de succès, taux de succès. Le taux de succès de l'angioplastie primaire, c'est-à-dire avec quel taux l'angioplastie primaire va permettre de reperméabiliser l'artère. Voilà. Et le taux de succès aux alentours de 90%. C'est bien ou pas 90%? C'est excellent comme taux de succès. Vous avez 9 chances sur 10 de réussir à ouvrir l'artère. Ben, c'est bien. Alors que la thrombolyse, dans le meilleur des cas, c'est aux alentours de 60%. Donc, c'est un inconvénient ou pas? Et donc, sur le premier point, le taux de succès, qui l'emporte? L'angioplastie. L'angioplastie primaire. Deuxième avantage de l'angioplastie primaire, ben, ça va être quoi? Ça va être pas de risque hémorragique. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une méthode mécanique. Je vais écraser le thrombus grâce à un stent et donc je ne vais pas le thromboliser. Thromboliser, c'est bien, c'est plus puissant qu'un traitement anticoagulant et ça comporte un surrisque hémorragique. Donc la thrombolyse peut se compliquer, n'est-ce pas, d'hémorragie ou de complications hémorragiques. Troisième, vous voyez que l'avantage de l'angioplastie primaire, c'est les désavantages de la thrombolyse. Troisièmement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme avantage de l'angioplastie primaire? Réfléchissez. Oui. Elle est plus rapide. On est sûr du diagnostic. Pas de contre-indication. Il ne peut pas y avoir de contre-indication de l'angioplastie primaire. Exactement, peu ou pas. Oui, très, très, très peu. Je pense que la seule contre-indication peut-être formelle, c'est une allergie, une véritable allergie aux produits de contraste, radio iodé. Mais là, c'est une contre-indication extrêmement rare. Alors que la thrombolyse contient plein de contre-indications. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les contre-indications de et relative.
Oui, c'est quoi la différence entre contre-indication absolue et relative? Euh, Tout ce qui vous intéresse, est-ce que vous devez les apprendre? Eh bien, malheureusement, oui, vous devez les apprendre. Alors, c'est quoi une contre-indication? Ça peut même faire l'objet d'un croc, hein, citer deux contre-indications absolues à la thrombolyse. Tiens, on va peut-être même le poser. Ouais. Encore faut-il qu'il puisse y avoir examen pour qu'on puisse poser ce croc. Ouais. Alors, absolu, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais, jamais les transgresser. Voilà. Quelle que soit la situation. Oui, alors qu'une contre-indication relative, on peut, hein, ah, ça bug. Bien sûr, vas-y, vas-y. Ah, la connexion est de mauvaise qualité, hein, voilà. Donc, écoutez, je vais tester une autre connexion. Bien, attendez, attendez. Juste un test à la connexion parce que là, même moi, j'ai l'impression que ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, la connexion est très lente, hein. Là, c'est du 4, 5, alors qu'on était d'habitude en méga. Bien, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on reporte? Peut-être ça vaudra mieux reporter parce que c'est un cours important et j'ai pas envie de le faire dans de mauvaises conditions. C'est comme vous voulez. Et on vous entend bien, monsieur, maintenant. Vous êtes sûr? On continue? Oui. On peut essayer de couper la caméra. Attendez, je vais,
D'accord. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Très, très bien. Alors, continue. Je vais juste refaire le partage. Voilà. Je suis sur Zoom. Oui. Partage. Partager l'écran. Voilà, partager le PowerPoint. Très bien. Et donc, je disais que finalement, pas cette planche, mais celle-ci. Donc, parmi les désavantages de la fibrinolyse, ben, c'est quoi finalement? C'est l'existence de contre-indications. Des contre-indications qui peuvent être formelles, hein, auquel cas on ne peut jamais les transgresser, ou des contre-indications qui restent peut-être relatives, où je peux les transgresser au cas par cas. Bien. Alors, c'est quoi une contre-indication relative? C'est un petit peu quand vous avez voilà, écoutez, un risque pas très important, accru, mais pas très important. Très bien. Et donc, ces contre-indications relatives peuvent être transcrites dans un cas particulier. Par exemple, quand vous avez un ST+ antérieur extrêmement dangereux, vous n'avez pas d'autre méthode de revascularisation, vous êtes au fin coin du désert et que c'est la seule méthode qui reste. Là, vous pouvez un petit peu peser le pour et le contre. Quel est le bénéfice finalement de la revascularisation chez ce patient et quel est son risque hémorragique par rapport à sa contre-indication relative. Et vous pouvez, si nécessaire, si vous estimez utile, de thromboliser, de transgresser cette contre-indication relative parce que le bénéfice est plus grand que le risque. Chose que vous ne devez jamais faire avec une contre-indication formelle. Bien, donc revenons à notre tableau. On a trouvé un petit peu des avantages et des inconvénients à chacun. Donc, on va repartager un tableau blanc. Voilà. Qui est parti. Alors, faites-moi rappeler. Donc là, on a mis l'angioplastie primaire. Et là, c'est la thrombolyse ou fibrinolyse. Hein, c'est la même chose. Voilà. Donc, quels sont les avantages de l'angioplastie primaire? Rappelez-moi. Donc, déjà, le taux de succès, hein, qui est de combien? 90%, voilà, contre peut-être 60% de la fibrinolyse. Bien, un deuxième avantage de l'angioplastie primaire, c'est de faire quoi? C'est qu'il n'y a pas de risque hémorragique, hein, alors que la thrombolyse comporte un risque hémorragique, à qu'il y ait succès ou pas. Hein, voilà, un risque qui est indépendant de cela. Troisième avantage qu'on vient de citer, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication, ou très très peu, alors qu'il peut y avoir des contre-indications à la thrombolyse que vous devez apprendre. Hein, voilà, ne serait-ce que les absolus. Parfait. Alors, quatrièmement, un autre avantage de l'angioplastie primaire, c'est quoi? C'est qu'elle confirme le diagnostic. Voilà. Comment ça, elle confirme le diagnostic? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ECG pas très parlants ou des ECG un petit peu limites, des tableaux limites où on n'est pas sûr vraiment que ce soit un ST+. Peut-être le sus-décalage est un peu fait juste 1 millimètre. Voilà. Est-ce qu'il est normal ou est-ce que c'est ischémique? Là, l'angioplastie primaire va être plus intéressante. Pourquoi? En faisant la coronarographie en premier lieu, elle va voir les artères coronaires, confirmer qu'il y a une artère thrombosée pour pouvoir la traiter. Donc, le premier temps de l'angioplastie, c'est la coronarographie. La coronarographie permet de confirmer l'artère occlusse, l'artère thrombosée. Alors que la fibrinolyse, non, on thrombolyse un petit peu à l'aveugle. C'est-à-dire, je présume qu'il y a une artère fermée parce que le patient a mal et qu'il sus-décale, mais je n'ai pas la preuve, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu l'artère bouchée. Voilà. Donc, alors que l'angioplastie primaire confirme le diagnostic. Donc là, pas de confirmation de diagnostic. Bien. Bien, la liste se termine ici et vous voyez bien que l'angioplastie primaire est mieux, hein, que la thrombolyse. Par contre, la thrombolyse, voilà. Alors, en fait, l'avantage, c'est la simplicité. Les avantages que vous avez cités, rapidité et tout ça, découlent de la simplicité. Alors, pourquoi? C'est quoi une thrombolyse finalement? Une thrombolyse, ce n'est qu'un produit qui coûte, il est vrai, cher. Ça coûte 7 millions, c'est pas rien. Hein, c'est un peu cher, mais bon, ça vaut la peine. Un produit, il faut quoi?
une seringue qui ne coûte pas cher du tout, voilà, et un médecin, mais qui lui aussi ne coûte pas cher. Bien. Mais bon, c'est assez simple puisque vous avez besoin de quoi? Un ECG pour faire le diagnostic, mais pour thrombolyse, vous aurez besoin de quoi? D'un flacon de fibrinolyse, d'une seringue et d'un médecin compétent. Et donc, vu la simplicité, ben, je peux faire quoi? La généraliser. C'est-à-dire quoi la généraliser? Je peux faire en sorte que tous les PU peuvent thrombolyser. Alors qu'une angioplastie primaire nécessite quoi? Une salle de cathé qui est chère. On ne peut pas mettre des salles de cathé dans tous les hôpitaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on peut thrombolyser partout. On ne peut pas faire d'angioplastie primaire partout. On peut le faire uniquement dans certains centres. Et si on n'est pas dans un centre qui fait l'angioplastie primaire, on doit faire quoi? On doit emmener le patient jusqu'au centre spécifique, ce qui peut lui faire perdre quoi? Du temps. Et j'avais dit que le temps, c'est extrêmement, extrêmement important dans le ST plus. Vrai ou pas? Oui. Ouais, exactement. Et donc, ben, finalement, la thrombolyse a peu d'avantages, a beaucoup d'inconvénients, mais elle a un seul avantage qui peut être peut-être décisif, c'est faire quoi? C'est de faire gagner du temps. Pourquoi elle fait gagner du temps? Parce qu'elle est tellement simple qu'elle peut être utilisée partout. Et si elle est utilisée partout, ça économise le temps de envoyer le malade vers le centre spécialisé. Vous me suivez ou pas? Oui? Oui. Très bien. Ouais, très bien. Monsieur, mais est-ce que c'est Et un, donc, est-ce que c'est un médicament disponible à l'heure actuelle, un peu partout? oui, ouais, il peut être même disponible dans cette salle. Alors, je ne suis pas pour les urgences, mais là, si je descends d'un seul étage, je peux te ramener un flacon de thrombolyse. Oui, disponible pratiquement partout. C'est-à-dire qu'il est disponible dans les PU de cardiologie, c'est clair, mais même dans les PU, n'est-ce pas, d'hôpitaux qui ne disposent pas de cette cardiologie. L'hôpital Qubba, service de cardiologie, mais ils peuvent thromboliser. Bertraria n'ont pas de service de cardiologie, mais ils peuvent thromboliser. Vous voyez? Donc ça, est-ce que tu crois que c'est un avantage avec quelqu'un qui habite le Bière? Oui. Oui, voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut le thromboliser rapidement, on peut le repermettre rapidement. Pourquoi? Parce que la thrombolyse est tellement simple qu'on a pu la mettre Bertraria. Et donc, lui, quand il consulte l'hôpital de chez lui par une douleur thoracique, s'il tombe sur un urgentiste compétent, ben, il va lui faire un ECG, il va trouver un sous-décalage, il peut immédiatement thromboliser. Il gagnera du temps sur sa reperméabilisation. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Voilà. Bien, très bien. Maintenant, à quel point, ou là, à quel délai, plus exactement, si je veux poser la question autrement, ben, cet avantage, qui est la simplicité et donc la rapidité, finalement, la simplicité se traduira par une rapidité de mise en œuvre, parce que c'est une généralisation vers tous les PU et donc traitement accessible rapidement aux patients. Jusqu'à quel point cet avantage de rapidité compense les désavantages de la thrombolyse? Eh bien, le point ADA est estimé à 2 heures. Et là, je vais m'expliquer. Et là, on va introduire un petit peu la notion de délai. Ça. Le premier délai, déjà, on a un délai initial. C'est quoi le délai qu'on a pris jusqu'à maintenant? C'est le délai de CG par rapport à la consultation, qui est de combien? 10 minutes. Exactement. Bien. Une fois diagnostiqué, j'ai un ST+, ça. Je dois faire quoi? Ben, traitement initial, c'est clair, clopidogrel, aspirine et héparine. On est d'accord? Et puis faire quoi? Revascularisation en urgence. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Oui. Je vais définir mieux. Oui. Tout le monde est d'accord? Voilà. Donc là, c'est l'axe du temps. Et là, je suis au diagnostic. Enfin, pas diagnostic, on va dire. Début de la douleur. Très bien. Parfait. Alors, et quand je fais le diagnostic, je dois reperméabiliser par l'une des deux méthodes. Ça. Question, première question.
quel est le délai de la revascularisation systématique? Est-ce que je dois revasculariser tous les ST+? Oui. Non. Oui. Est-ce que je dois revasculariser un ST+ qui a une semaine d'ancienneté? Ah non. Non. Pourquoi non une semaine? C'est déjà trop tard, non? C'est déjà trop tard. Ça peut être déjà trop tard. Pourquoi c'est déjà trop tard? Parce que Il y a sûrement de la c'est nécrose. irréversible. Il reste Les dégâts ont été irréversibles. la mathématique. C'est irréversible après une semaine. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut nécroser. Et s'il a totalement nécrosé, ben, ça Il sert n'y a à rien rien à de sauver. Exactement. Et donc, on va peut-être dépenser de l'argent pour faire une angioplastie. On va peut-être dépenser de l'argent pour thromboliser. On prend même un risque hémorragique sans qu'il y ait bénéfice. Voilà. Et donc, la revascularisation d'un ST+, ne se conçoit d'une manière systématique, ou je mets la systématique, c'est-à-dire le tout venant, tous les ST+, systématiquement, je revascularise. Uniquement s'ils n'ont pas tout nécrosé. Et donc, on estime ce temps qu'il faut pour que le myocarde, dans la plupart des cas, se nécrose de 48 heures. Donc, Luca Nigini, le patient, après 48 heures du début du ST+, est-ce que je le revascularise d'une manière systématique? Non, exactement. Bien. Et donc, comment pourrais-je dater le début du ST+? Eh ben, c'est un petit peu par rapport au début de la douleur. C'est quand l'artère se ferme ou le patient commence à avoir mal. On est d'accord? Oui. Oui. Et donc, quand vous recevez un patient qui a un ST+, vous avez fait le diagnostic, vous allez donner de l'aspirine, clopidogrel, héparine. Quelle est la question que vous lui posez? Depuis quand vous avez mal? Exact. Pourquoi tu lui poses cette question? Pour voir si on thrombolise ou pas. Voilà, si tu revascularises ou pas. On revascularise, oui. Par angioplastie primaire. Ouais. Donc, Oui. pour savoir si on revascularise d'une manière systématique ou pas. Voilà. Exactement. Et donc, s'il passe 48 heures, ben, on ne le fait pas d'une manière systématique. Est-ce qu'on le fait quand même après 48 heures? Non, pas d'une manière systématique, pas chez tout le monde, mais ça va être par la suite au cas par cas. D'accord? Oui. Oui. C'est-à-dire au cas par cas, docteur. Je vais dire ce que ça veut dire. Bien. Alors, après 48 heures, voilà, tous les patients la plupart des patients, je vais dire un chiffre comme ça, en estimation, ce n'est pas le véritable chiffre. Bien. Mais on va dire que 90% des patients ont nécrosé. La 95% des patients nécrosent après 48 heures. Problème, j'ai deux problèmes. Lesquels? Premièrement, c'est qu'il reste 5%. Si je ne reperméabilise pas, je vais les perdre à demain. Et le deuxième problème, si je revascularise pour ne pas les perdre, je vais revasculariser 95% pour rien. Femme-tonner. Oui. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avant la 48e heure, la plupart des patients n'ont pas tout nécrosé. Et donc, je peux faire une revascularisation systématique. Mais après 48 heures, la plupart des patients ont nécrosé. Et si je fais une revascularisation systématique, la plupart des patients, je les revascularise pour rien. Et si je ne la fais pas, les patients qui n'ont pas encore nécrosé, les 5%, je les perds. Femme-tonner. Oui. Femme tout mon problème. Oui. Oui, enfin, c'est l'un de mes problèmes, parce que j'ai beaucoup de problèmes maintenant. Mais là, je ne vais pas tout vous exposer. Bien. Alors, comment faire? Exactement, bravo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on ne va pas faire de revascularisation systématique, mais une revascularisation guidée. C'est-à-dire, je vais essayer, avant d'appliquer ça, ça passe tout seul, je ne fais rien, je vous assure que je ne fais rien. Avant de faire ça, je vais faire quoi? Je vais essayer de cibler. Donc, je peux le faire d'une manière systématique avant 48 heures, mais après 48 heures, je vais essayer de cibler, je vais essayer de retrouver ces 5%. Et c'est quoi ces patients? Ces patients-là, c'est des patients qui gardent de la viabilité myocardique.
Bien. Viabilité, c'est-à-dire du myocarde encore vivant. Bien. Et alors, comment pourrais-je détecter cette viabilité, à votre avis? Quels sont les critères de viabilité? La douleur. Douleur, bravo. Alors, pourquoi la douleur? Parce que quelque chose qui est mort, n'est plus douloureux. Quelque chose qui fait toujours mal et quelque chose qui est toujours vivant. Et donc, si vous recevez un patient qui a un astime, vous avez fait le diagnostic, vous lui avez posé la question depuis quand remonte la douleur et pourquoi vous l'avez posé, c'est pour savoir si vous devez revasculariser en urgence ou pas. Il vous dit la chose suivante, désolante, et bien ça fait 36 heures que la douleur a commencé. Quelle est votre prochaine question? Est-ce que vous avez toujours mal? Bravo, exactement. S'il a toujours mal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans les 5%. Il a de la viabilité. Auquel cas, vous devez faire quoi? Revascularise. Revasculariser, exactement. Bien, très bien. Si maintenant, il n'a pas mal, est-ce que pour autant, il n'y a pas de viabilité? Non, il peut y avoir de la viabilité sans douleur. Donc là, on doit la chercher exactement. On la cherche grâce à quoi? Aux examens complémentaires. C'est-à-dire, cette viabilité, je peux la chercher à la clinique. Et à la clinique, ça va être quoi? Le signe clinique, ça va être quoi? La douleur. Douleur thoracique persistante, exactement, ou aux examens paracliniques, à défaut d'avoir trouvé la douleur. Et 3 examens permettent de juger de la viabilité qui sont quoi? L'écho de stress, la scintigraphie myocardique ou l'IRM. Voilà. Donc, si à ce patient de notre exemple, il vous dit, eh bien, écoutez, docteur, je n'ai plus mal depuis 24 heures, la douleur a complètement cédé. Vous allez lui prescrire quoi? Une IRM. Soit une IRM, soit une scintigraphie, soit une écho de stress. La plus facilement disponible pour ne pas perdre du temps. Et si l'IRM vous dit il y a de la viabilité myocardique, vous faites quoi? Reperméabilisation. On est d'accord? Ouais, très bien. Alors, je me résume. Avant la 48e heure, je fais quoi? Revascularisation à tout le monde, n'est-ce pas? Après 48 heures, revascularisation uniquement aux patients qui gardent une viabilité. Et c'est quoi un patient qui garde une viabilité? Soit preuve de viabilité clinique, persistance de la douleur, à défaut, une viabilité démontrée aux examens paracliniques qui en soit la scintigraphie, soit l'écho de stress, soit l'IRM. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce problème est réglé? Oui, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Docteur. Alors, très bien, très rapide. Je réponds à une question qui est intéressante. Ensuite, je te cède la parole. Il me dit, et si il n'y a pas de viabilité, si par exemple je prescris une IRM ou une écho une scintigraphie, où il y a absence totale de fixation, c'est-à-dire tissu mort, qu'est-ce que je fais? Rien. C'est-à-dire que c'est foutu. Et c'est là un cas de figure le plus défavorable et c'est un cas de figure dramatique. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais, jamais sauver ce territoire et ce territoire a été complètement nécrosé et complètement perdu. Et tout notre conduite à tenir, tout notre système de santé, toute votre formation, essaye, toute éducation du patient essaye d'éviter ce cas de figure. C'est malheureux, c'est une réalité. Il ne faut pas rester sur l'argument émotionnel. C'est vrai que c'est malheureux, mais il faut faire en sorte que ça n'arrive plus. C'est le plus important. Ouais. Bien. Et donc, malheureusement, si après 48 heures, il n'y a pas de preuve de viabilité, c'est foutu. Le territoire est définitivement perdu. Docteur, ça peut arriver chez un diabétique. Ça peut arriver chez un diabétique, ouais. Le cas du diabétique, on l'abordera plus tard. Hein. Voilà. C'est bon? Docteur, je voulais vous demander par rapport à la douleur. Pourquoi il y a des patients qui attendent 48 heures pour venir? Est-ce que la douleur n'est pas importante ou il y a d'autres facteurs? On ne sait pas, on n'explique pas le comportement du patient. Il y a des patients qui ont peur.
Voilà. Il y a des patients qui font un déni. Donc, le fait, il est peut-être diabétique, il peut-être néglige sa douleur. Il y a des patients qui commencent à philosopher et dire que ben, la douleur, c'est parce que c'est l'œsophage, parce que c'est l'estomac, parce que je suis un ulcéreux. Hein. Il y a des patients qui ont peur de consulter. Il y a des patients qui négligent. Donc, ben, écoute, c'est rien d'urgent. Puisque il y a des patients qui disent ça, puisque je supporte la douleur, c'est que ce n'est pas urgent. Donc, écoutez, je n'ai pas le temps maintenant. Ben, quand j'aurai du temps, samedi, je vais aller consulter, par exemple. Ouais. Ouais. Oui, mais ça, c'est quand la douleur est absente. Hein, mais bon. Du coup, on fait D'accord. une IRM à tout le monde après 48 heures. Pardon? Du coup, on fait une IRM à tout le monde après 48 heures. Alors, on ne fait pas une IRM à tout le monde après une 48 heures. On fait une IRM aux patients qui en estaient plus de 48 heures d'ancienneté et qui n'ont plus mal. Oui. Maintenant, ce n'est pas forcément une IRM. Ça peut être une IRM, une scintigraphie ou une écho de stress. Les trois ophales. D'accord, merci. D'accord. Alors, on a le problème de l'infarctus silencieux, on l'abordera plus tard. D'accord. Je réponds à Dalinda, très joli prénom. À moins que Khalif, c'est ton prénom, non? Bien. Alors, je reviens. Donc, délai d'une revascularisation systématique, hein, c'est-à-dire tout le monde, c'est 48 heures. Après les 48 heures, c'est au cas par cas. Et c'est quoi le cas par cas? C'est preuve de viabilité, soit clinique passant de la douleur, soit démontré par un examen paraclinique, les trois qu'on a cités. Si maintenant il n'y a ni viabilité clinique, ni aux examens paracliniques, je ne revascularise pas, ça ne sert à rien. Maintenant, si c'est avant 48 heures, par quelle méthode je vais revasculariser? La question se pose. Très bien. Bien. Il faut comprendre ça, il faut comprendre un petit peu, qu'est-ce que je fais moi? Il faut comprendre un petit peu l'avantage de chaque méthode. Très bien. Bien. Donc là, si c'est avant 48 heures, hein, il va y avoir, n'est-ce pas, un choix à opérer, un choix entre les deux méthodes. Très bien. Avant 48 heures. Après 48 heures, on a 6 preuves de viabilité. Avant 48 heures, tout le monde. Maintenant, si c'est avant 48 heures que je vais revasculariser, par quelle méthode? Alors, pour un petit peu répondre à cette question, on va tracer juste deux lignes. Et deux lignes, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Une ligne, la première, je vais la mettre, allez, choisissez une couleur. Vert, très bien. Pacifiste, bien. Vert, ça va être quoi? Ça va être l'angioplastie primaire. Est-ce que vous croyez que, et ça c'est le bénéfice, hein, le bénéfice de la revascularisation. Est-ce que le bénéfice de l'angioplastie primaire est grand ou là il est petit? Est-ce que je mets le point ici, ici ou là? Grand. Grand. Alors pourquoi le bénéfice de l'angioplastie primaire est grand? Le taux de réussite. Exactement. Taux de réussite élevé, pas de risque hémorragique, pas de contre-indication, confirme le diagnostic. Tous ces éléments participent à quoi? Un grand bénéfice de l'angioplastie primaire, qui est plus grand que la thrombolyse. Hein. Sauf qu'il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est quoi? C'est le temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est vrai que le bénéfice de l'angioplastie primaire est grand, mais que va faire ce bénéfice? Diminue avec le temps. Diminuer avec le temps, exactement. Par rapport à quoi? Par rapport au début des symptômes. Jusqu'à ce que le bénéfice devienne négligeable, hein, après 48 heures, négligeable pour l'angioplastie systématique, hein, encore une fois, hein, pas de la viabilité, systématique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'angioplastie systématique, je la fais sans poser des questions, est bénéfique chez tous les patients après 48 heures, mais elle est plus bénéfique chez les patients qui se présentent tôt, hein, H0, qu'un patient qui se présente à H24 ou H48. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, ça. C'est-à-dire que non seulement cette méthode est efficace, un grand bénéfice, mais le bénéfice est d'autant plus grand que je l'ai établi précocement.
Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, non seulement je dois éduquer le patient pour qu'il consulte, mais je dois l'éduquer pour qu'il consulte tôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il tarde, voilà, pour avoir le maximum de bénéfices. Donc, est-ce qu'un patient peut consulter à H0, par exemple? Est-ce qu'il y a allergique à H0? Oui, C'est quoi cela? Comment il peut venir à H0? parce qu'il habite près de l'hôpital. C'est possible, oui. Donc, il faut qu'il habite près de l'hôpital, il faut qu'il soit inscrit année, hein? Ou la Khouaf. Bien. Ou là, ça peut être le médecin de garde qui fait un ST+. Ou il est hospitalisé dans un autre service au niveau de l'hôpital. Exactement, bravo. Non, peut-être dans le même service même. Ça peut être un ST- qui se transforme en Mais c'était plus. un ST+. Donc, c'est toujours possible. Il y a des cas comme ça, on a eu des ST+, comme ça, H0. Et là, on peut sauver la totalité du tissu. Pourquoi? Parce que le bénéfice d'angioplastie primaire est très grand, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce bénéfice d'angioplastie primaire systématique diminue et une angioplastie primaire H0 est meilleure qu'une angioplastie H3, qui elle-même est meilleure qu'une angioplastie H6, etc. Jusqu'à ce que ce bénéfice soit négligeable après 48 heures. Et comme il est négligeable après 48 heures, je dois la faire au cas par cas. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Là, je vais tracer une deuxième ligne de la thrombolyse. Alors, choisissez une couleur. Bleu. Bien. Donc, est-ce que le bénéfice de la thrombolyse est plus grand ou la moins grand? Moins grand. Moins grand. Donc, le point de départ ici ou là? Plus bas. Plus bas. Voilà, on va le mettre ici. Mais pareil pour la thrombolyse. Qu'est-ce qui se passe? Ce bénéfice diminue. N'est-ce pas? Avec le temps. Hein? Oui. Ouais, ce bénéfice diminue avec le temps. Exactement. Bien. Alors là, je vais effacer ça. Effacer. Ah non, surtout pas. Comme. Voilà. Très bien. Et donc, ce bénéfice est diminue pareil. Alors, j'ai peut-être mal dessiné. Très bien, toujours le point bleu. Et oh là, qu'est-ce qu'il prend? C'est bon? Alors, vous voyez que le bénéfice est moins grand et le bénéfice aussi diminue. Ça. Sauf que, eh bien, la fibrinolyse a aussi un risque. Ce n'est pas gratuit de faire une fibrinolyse. C'est un risque hémorragique, n'est-ce pas? Et il devient nul avant 48 heures, oui, parce que le bénéfice initial est moins grand. Vous allez voir, c'est encore pire que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Écoutez-moi bien, il y a un risque hémorragique. Et le risque hémorragique, est-ce qu'il est plus grand que le bénéfice ou moins grand que le bénéfice? Plus grand. Hein? Et plus grand. Parce que le point ici, le point rouge ici, là ou là? Moins. Moins, exactement. Parce que si à chaque moment, le risque hémorragique est plus important que le bénéfice, je ne vais jamais thromboliser aucun patient, même H0. On est d'accord? Oui. Ouais. Et donc là, il va y avoir un risque hémorragique, heureusement, moins important, voilà, là par exemple, moins important que le risque, que le risque, risque hémorragique moins important que le bénéfice. Est-ce que ce risque va varier avec le temps? Non, il va rester constant. C'est un risque hémorragique, c'est toujours le même. Et donc, la courbe du bénéfice-risque d'angioplastie va se croiser. Et on estime ce point de croisement à combien? À H12. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant la 12e heure du début de la douleur, la fibrinolyse est plus bénéfique que risquée. Bénéfice plus grand que le risque hémorragique. Après la 12e heure, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que le bénéfice a baissé, mais le risque hémorragique est toujours le même.
Et donc, le bénéfice passe en deçà, sous la barre du risque hémorragique. Vous me suivez ou pas? Est-ce que je thrombolise un patient après la 12e heure? Non. Non, voilà, c'est plus risqué qu'utile. Et donc, le choix entre les deux méthodes ne se discute que chez un patient qui se présente entre 0 et H12. Après H12, quelle méthode reste valable? Uniquement Angio. Angioplastie primaire. Et après les 48 heures, eh ben, la seule méthode qui reste valable, c'est l'angioplastie primaire, mais à faire uniquement si preuve de viabilité. D'accord? Oui. Est-ce que ce que je suis en train de dire est clair? Oui, c'est ça. Donc, je peux partager les délais en 3 parties. De 0 à H12 du début de la douleur, revascularisation systématique, choix entre 2 méthodes. H12, H48, revascularisation systématique, uniquement par angioplastie primaire. Après 48 heures, bah quoi? Revascularisation uniquement si, Viabilité myocardique. par quoi? Angioplastie primaire. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Et donc, si le malade de tout à l'heure nous dit la réponse suivante, eh bien, la douleur a commencé, eh bien, il y a à peu près 24 heures. Vous le revascularisez ou pas d'une manière systématique? Oui. Oui, mais par quelle méthode? Angioplastie. Primaire, exactement. Pourquoi pas la thrombolyse? Vous répondrez quoi à quelqu'un qui vous dit pourquoi vous n'avez pas thrombolysé? Tout simplement, c'est plus risqué qu'utile. Monsieur, mais si on est dans un endroit où on n'a pas de salle de caté, est-ce qu'on peut prendre le risque de thrombolyse? Non. Non. Non plus, malheureusement. Tu habites où? Non, j'habite à Alger, mais j'ai peur d'un jour travailler dans un endroit où il n'y a pas tout ça et de devoir prendre ce genre de décision. Tu habites à Alger où? À la périphérie d'Alger. Périphérie d'Alger, d'accord. Ah bah oui, c'est un problème, hein, c'est un problème. C'est un véritable problème. Parce que maintenant, je fais une politique de santé qui nous met des salles de caté un petit peu partout dans le pays. Tu crois que... Alors ça, c'est pas un problème uniquement pour la cardio. Hein. Vous savez qu'à part, les grandes villes, et encore, hein, à part Oran, Constantine, Alger, Chouïa, Annaba, Blida, plus ou moins, tout le reste, c'est un désert médical. Hein. Voilà. Ça ne concerne pas uniquement le cardio, c'est un véritable problème. Bien. Alors, est-ce qu'on continue? Oui. Oui, très bien. Maintenant, si le patient vient dans les 24, enfin, avant la 12e heure, eh bien là, il va avoir opéré un choix. Donc, pour opérer un choix, il faut un petit peu connaître quoi? La distance entre ces deux courbes. Et la distance entre ces deux courbes est estimée à peu près 2 heures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une thrombolyse immédiate, maintenant, a le même bénéfice qu'une angioplastie dans 2 heures. Très bien. Parfait. Alors, prenons un cas réel, ou là, prenons un exemple, voilà, pour que ça soit concret. Imagine que moi, je reçois un patient H3. N'est-ce pas? H3. Ça. H3 veut dire quoi, finalement? On doit choisir entre les deux. Exactement. Revasculaire systématique, mais j'ai le choix entre les deux. Imaginons que ce patient se présente au CNMS. Est-ce que CNMS a une salle de caté? Oui. Oui. Oui, très bien. Est-ce qu'il y a au moins un angioplasticien CNMS? Oui. Oui, très bien. Donc, est-ce que je peux faire une angioplastie primaire? Oui. Oui, et donc j'ai le choix entre quoi et quoi finalement? J'ai le choix entre une angioplastie primaire immédiate, puisque je la fais dans le même centre, hein, ou une thrombolyse immédiate. Donc, je suis en train de comparer quoi? L'avantage d'une angioplastie, enfin d'une angioplastie immédiate par rapport à l'avantage d'une thrombolyse.
Et là, qui l'emporte à chaque fois, quelle que soit l'heure, les 12 heures? Angioplastie. Angioplastie. Pourquoi? Parce que je suis sur la même verticale du temps et sur la même verticale du temps, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque fois, ben, il y a quoi? L'angioplastie primaire l'emporte. On est d'accord? Et donc, est-ce que ce choix s'opère? Hein? Est-ce que ce problème-là de choix, ben, des fois, le choix, c'est un problème. Hein? Est-ce que ce problème s'offre, un problème ne s'offre pas. Comment on dit un problème, il se fait quoi? S'impose. Se résout. Se pose. Non, se pose. Un problème, poser un problème. Ouais. Oui, est-ce que ce problème se pose aux personnes qui font des cas dans des services de cardiologie qui ont une salle KT? Non. Non. Voilà. Donc, nous, au PGNSC+, hop, je m'en fous de la thrombolyse. Direct, je l'emmène en salle KT pour faire une angioplastie primaire. D'ailleurs, en thrombolyse, extrêmement rarement au CNMS. Hein. Voilà. En thrombolyse uniquement si la salle est en panne, par exemple. Hein. Très bien. Parfait. Si maintenant je ne suis pas en CNMS, Mirani à Birtraria. Agda. Ou là, un centre plus loin. Imaginons que je suis à la périphérie d'Alger. Un centre un petit peu loin. Qui passe ça? C'est pas Alger, mais bon. Imaginez les petits pas ça. Alors, si pas ça, je n'ai pas de salle KT. Très bien. Et je reçois un patient. H3. La question est, est-ce que je vais choisir plutôt une angioplastie primaire ou une thrombolyse? Et donc, je vais faire quoi? Dans ma tête, comparer une thrombolyse immédiate, donc le point noir ici, sur le dessin, angioplastie immédiate, par rapport à quoi? Au bénéfice, thrombolyse immédiate, excusez-moi, thrombolyse immédiate, par rapport à une angioplastie différée. Pourquoi elle est différée? Parce que je dois d'abord transporter le patient à Alger pour lui faire cette angioplastie. Et là, je vais perdre du temps. Et donc, si ce temps est supérieur à 2 heures, parce que c'est la distance entre les deux courbes, où est le bénéfice à l'angioplastie qui dépasse les 2 heures? Plus haut ou la moins haut que la thrombolyse? Plus haut. Moins haut. Haut. Ouais. Si par contre, je peux faire l'angioplastie primaire dans un temps inférieur à 2 heures, et bien là, elle reste quand même bénéfique, 1 heure par exemple, la moitié, elle reste quand même bénéfique par rapport à une thrombolyse. Vous suivez ou pas? Oui. Maintenant, je vais me poser la question, quand je reçois un patient qui nécessite une revascularisation en urgence et que je ne dispose pas de salle KT, je vais me poser une question mentale, je vais dire à moi-même, est-ce que tu peux assurer à ce patient une angioplastie primaire dans les 2 heures qui suivent? Si c'est le cas, je prépare l'angioplastie primaire. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je le thrombolyse immédiatement. D'accord? Et donc, j'ai appelé quoi? J'ai appelé l'ambulancier. Dans combien de temps tu crois être à Alger? Est-ce qu'il te faut plus... si j'ai un Michael Schumacher comme pilote d'ambulance qui me dit, moi, dans 3 quarts d'heure, je suis à Alger, qu'est-ce que je préconise? Angioplastie. Angioplastie primaire différée dans un autre centre. Voilà. Maintenant, il me dit que il est 14 heures, là, ça va être bouché, circulation, et même si je mets la sirène, je vais mettre 3 heures pour arriver à Alger. Là, qu'est-ce que je fais? Thrombolyse. Je thrombolyse. Voilà. Est-ce que vous avez compris un petit peu le concept? En absence de contre-indication de la thrombolyse. En absence de contre-indication. Bravo, exactement. Et donc, moi, quand je suis au CNMS, est-ce que je cherche des contre-indications à la thrombolyse? Non. Très bien. Pourquoi? Parce que je vais faire une angioplastie primaire. Si je suis dans un centre qui n'est pas loin d'une salle KT de plus de 2 heures, qu'est-ce que je fais? Angioplastie différente. Exactement. Angioplastie primaire, toujours primaire. Primaire. Dans un autre centre, exactement. Si maintenant je suis dans un centre à plus de 2 heures de temps de transport pour une salle de KT, là, je thrombolyse. Mais là, je vais poser quoi aux questions malades? Avez-vous une contre-indication à la thrombolyse? Bien. S'il me dit qu'il n'y a pas de contre-indication, je thrombolyse. S'il me dit maintenant, j'ai eu un AVC hémorragique il y a 3 ans de cela,
contre-indication formelle définitive, qu'est-ce que je fais? Angioplastie primaire, quel que soit le délai de réalisation. Pourquoi? Parce que c'est le seul traitement qui reste efficace, qui reste à ma portée, donc il n'y a plus le choix. Avez-vous compris le principe ou pas? Oui. Bien, parfait, très très bien. Bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ouais, parfait. Alors, écoutez, là, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je me rends compte, Blé, je ne pourrais pas finir, il est un petit peu tard, je ne pourrais pas finir tout le cours aujourd'hui. Donc, si on doit le reprendre juste pour 10 minutes, il faudrait mieux le partager en moitié. Et demain, théoriquement, vous avez un cours. Ouais, ça, on y répondra demain. Donc, il y a plein d'éléments, Mazel, mais comme je suis ST+, on y répondra demain. Je n'ai pas envie de bâcler un cours aussi important. Bien. Alors, demain, vous allez faire grossesse chez la cardiaque. Donc, cure et grossesse, ma docteur Remeli, la matinée. Et dès qu'il finira, Inch'Allah, en fin de matinée, il me laissera probablement 1 heure et il faudra aller quand on finit le ST+. D'accord? Vous êtes d'accord pour faire comme ça? D'accord. Ok, ok. Parfait. À quelle heure? Donc 11 heures. On va partir, on va tabler pour 11 heures. Ah, on va l'appeler tout de suite, tiens. Bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien. Il reste pas grand-chose, je vous assure. Mais allez, il faut le le redouane. L'avantage, c'est quoi? C'est que demain, vous allez faire un cours de toute manière. Hein, et le cours à demain prendra pas toute la matinée. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on fera un petit rappel, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qui va vous permettre un petit peu d'assimiler mieux les choses. Voilà. Et on continuera avec le. Et il reste combien de TD? Mal à balayer. Je ne sais pas. Pas beaucoup, en tout cas, pas beaucoup. Je pense que vous êtes plus proche de la fin que du début. Alors, vous allez avoir votre examen de cardio quand même, de gastro ou pas? Je pense qu'il est C'est sérieusement. toujours maintenu. Voilà, ça va. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Donc, vous voulez qu'on finisse quand la cardio? Avant la fin du mois? Vous révisez un petit peu. Vous révisez, je suis à la gastro. Non, On pas essaie. encore. Non, Mais t'aimes l'orage, hein? Ouais. Et l'examen de cardio est prévu pour quelle date? Le 11 octobre. Ça va aller jusqu'à Jeff août, je comprends pas. Parce qu'on a 4 examens par rapport aux autres rotations. Ils n'en ont que 3. Parce qu'ils ont tous 3 examens sauf nous. On était à 1 semaine à 3 jours de l'examen de gastro avant la fin du stage. Enfin, avant le confinement plutôt. Ah, d'accord. Donc, une spécificité, t'as comme Hadimala. Oui. Malheureusement, oui. Ouais, je comprends. Très bien. Ouais, je comprends. Sinon, écoutez, si de toute façon, je pense si on finit les cardiopathies ischémiques et qu'on fasse l'embolie pulmonaire derrière, moi, je pense qu'on a fait l'essentiel de la cardio. Maintenant, si votre examen est maintenu, dans les pires des cas, sauf qui m'étonnerait, chose qui m'étonnerait beaucoup, hein, on peut faire la chose suivante, on peut interrompre les cours, vous laissez réviser votre gastro et reprendre après la fin de la gastro. On peut faire ça. Hein. Ah, oui, très bien. Donc, ah, d'accord, tu es juste à côté. Mais les externes demandent, pourquoi tu peux faire le cours Redouin? À quelle heure? Oui? Ah, oui, mais il y a un PES.
8h30? Oui. Ben écoute, appelle-moi. Ok. 9h. Très bien. Demain 9h. Si, justement. Pardon. Donc demain à 9h avec Dr. Amri, Inch'Allah. Et quand il finira, Inch'Allah, à 11h, on finira le ST+. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que l'examen va être des QCM? C'est possible, je ne sais pas. On peut même peut-être nous imposer à faire des QCM. Vous préférez tout mettre des QCM, c'est mieux? Des questions à choix unique. Des vrais choix uniques. Un choix unique. Si c'est des QCM où il va y avoir plusieurs propositions, c'est pas la peine, on préfère croque largement. Alors, donc, vous préférez QCM. Alors, vous préférez QCM à choix simple, ensuite croc, ensuite QCM à choix multiple, c'est ça? Non, pas de QCM à choix multiple du tout dans les choix. On veut pas de QCM à choix multiple. Non, on préfère croque. Alors, normalement, on a l'habitude, c'est une tradition de faire des crocs. Maintenant, ça nous oblige, on peut nous obliger à faire des QCM. Si c'est le cas, à mon avis, ça va être moitié-moitié. C'est-à-dire la moitié à choix simple, la moitié à choix multiple. Non, mais les Tu vas avoir un 20. L'examen ne sera pas du tout difficile. Ça, je peux vous l'assurer. D'accord? Donc, il n'y aura pas de souci sur ce plan. Bien, écoutez, là, je dois vous laisser. Donc, demain, 9h avec Dr. Romere, 11h, on finira, Inch'Allah, le ST+. Voilà. Et je pense qu'on a bien avancé. Voilà. Donc, avant qu'on interrompe les cours éventuellement pour votre examen de gastro, j'aimerais qu'on fasse deux choses. Un atelier, le dernier atelier de CG pour les cardiopathies ischémiques. Voilà. Et faire le cours de l'embolie pulmonaire. Voilà. Ce qui restera sera facilement rattrapable par la suite. D'accord? Allez, je vous dis bye bye demain. Merci, monsieur. À demain. Allez, Docteur. bonne fin de journée à vous. Au revoir.